but it's a particular pleasure as we draw to a conclusion for me to introduce Christophe Pochasson, who, first of all, is a great friend of the Society for the Study of French History, and we're extremely grateful for the support that he continues to give us in that general sense, as well as the fact that he is a member of the editorial board of our journal, French History. But above all, of course, he is an absolutely outstanding scholar. And it would take me far too long to list his publications. But over the past 20 years or so, he has been absolutely prolific from his base at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, where he's specialised in working on the political and cultural history of France in the 19th and 20th centuries. So he's written about the left, intellectuals, and also about World War I. And I'll mention a couple of his leading publications. Two of them involved in co-editing major publications. First of all, the Dictionnaire critique de la République, and also Au nom de la patrie, les intellectuels de la Première Guerre mondiale. Most recently, he has written an intellectual biography of François Furet, entitled Les chemins de la mélancolie, François Furet. And also, interestingly, with regard to the lecture this afternoon, he's published an interesting title, L'Empire des émotions, les historiens dans la mêlée. Now, almost a year ago, he was nominated to be rector of the Académie de Caen, which serves La Basse Normandie. And he was telling me earlier in the conference that in mid-career he fancied the opportunity to have something of a change, and we trust that experience over the past year, looking after the educational system in Normandy, has been very rewarding. One night I noticed on the website you also have a connection with Saint-Pierre et Miquelon, which I must ask you about. That sounds quite fascinating. One of the overseas territories of the French Republic. However, the good news for us historians is that he, of course, retains his affiliation with the École des Hautes Études, and he continues with his historical work and his supervision. And we're really looking forward to hearing what he has to say this afternoon. I think earlier on, Sophia whetted our appetite for the sensory dimension of politics, which is something which is so often excluded or neglected from that particular domain. And so for that reason and many others, we eagerly await the keynote address that he's going to deliver now, which is entitled Les passions font-elles l'histoire? Sentiments, affects et émotions dans la politique française 19e, 20e siècle. Christophe. Thank you, Malcolm, for your two-time introduction. Thank you also for having invited me and for the perfect organization of the conference. Thank you. And thank you too for having permitted me to speak in French, this disappearing language. Maybe this disappearing historians. Dans cette conférence, je
je souhaite proposer quelques pistes susceptibles de prendre au sérieux la notion de passion politique. Je souhaite aussi vous proposer les linéaments d'une autre histoire politique, en supposant que ce que l'on pourrait appeler le lien politique, à la base des sociétés contemporaines, principalement démocratiques, la contrainte établie par les sociétés non démocratiques introduisent d'autres dimensions que je n'aborderai pas là, mais que ce lien politique repose, à mes yeux, c'est l'hypothèse que je voudrais défendre, moins sur des idées abstraites, fondant des appartenances ou des identités, que sur des affects, des sentiments ou des passions. Affects, sentiments ou passions, y compris d'ailleurs celles que suscitent les idées elles-mêmes. Il existe en effet un rapport affectif aux idées. D'emblée surgit une question de vocabulaire. Les termes que je viens d'utiliser, affect, sentiment, passion, ne sont pas parfaitement équivalents. La confusion, il faut bien le dire, règne souvent dans les usages. Je n'engagerai pas ici, je vous rassure tout de suite, une discussion approfondie, sauf à tenter de justifier rapidement quelques formulations. J'ai retenu le terme de passion, en l'associant à politique, en le préférant à émotion. Suivant son étymologie, l'émotion suppose le mouvement, l'agitation, ce que l'on trouve dans le dictionnaire de Furetière, le trouble moral, la sédition aussi, comme on le trouve lorsque l'on parle dès le XVIIe siècle d'émotion populaire. C'est une facette intéressante du terme qui ne renvoie donc pas seulement à un état d'âme individuel, qu'il soit agréable, comme celui de l'amour, ou désagréable, comme celui que l'on éprouve soudain en apprenant une mauvaise nouvelle. L'émotion est donc anciennement associée à une dimension sociale et politique, où le terme désigne surtout un état instable, caractérisé aussi par son intensité. On s'est dès lors beaucoup interrogé sur des actions collectives ou individuelles, manifestations, meetings, visites officielles, mais aussi graffitis, et un certain type d'affect, comme la haine ou l'indignation, indignation sur laquelle je reviens. Je ne voudrais pas rompre avec cette façon de faire qui vise à l'étude de pratiques sociales, mais je voudrais surtout m'intéresser ici à d'autres choses. Si émotion renvoie assez facilement à un répertoire d'actions politiques, passion, lui, notez-le bien, renvoie aussi à un environnement religieux. L'étymologie est ici aussi d'un grand secours, puisque passion, le mot, désigne primitivement en latin une douleur morale qui s'étend à la souffrance physique, tout en désignant tout spécialement les souffrances du Christ. Ce mot sert à dénommer les souffrances subies par un martyr. Et c'est assez tardivement qu'en français, le mot passion vient à prendre une signification qui nous est devenue familière, réservée, cette fois-ci, à une affectation de l'âme, surtout la vive affection que l'on éprouve pour une personne, à commencer par l'amour, qui est la passion par excellence. Descartes, vous le savez, lui accorde une sanction philosophique en 1649 dans son traité des passions de l'âme, en établissant sa distinction canonique entre les passions que le sujet éprouve et les actions qu'il fait éprouver à d'autres. Il est clair que dans le vocabulaire contemporain, le nôtre,
et tout particulièrement dans ce que je vais vous exposer aujourd'hui, passion a perdu toute espèce de passivité. Je suppose au contraire que la passion est active, qu'elle peut même s'apparenter à une action. Elle a en tout cas des effets en ce qu'elle contribue à configurer le monde politique. On l'observe d'ailleurs dans un tout autre registre non politique, comme celui de l'amour-passion. Donc, les passions sont des agents efficients de la politique. C'est cette thèse que je voudrais défendre et éclairer. Comprendre la politique suppose donc qu'on prenne les passions en compte au même titre que d'autres composants de la vie sociale que sont les institutions, les idées, les intérêts ou les valeurs morales. Alors d'autres termes complètent ma boîte à outils. J'ai commencé, vous l'avez entendu, à recourir à certains mots comme sentiment ou affect, qui relèvent, eux, directement du même registre, en prise, eux, davantage sur la psychologie individuelle. D'autres mots, plus acclimatés par les sciences sociales, peuvent être aussi mobilisés, je pense à imagination, à représentation, à idéologie, à illusion, à croyance. Ces mots ne sont pas interchangeables, mais ils sont des outils utiles pour l'enquête que je vous propose de vous présenter. Dans un premier temps, je voudrais d'abord m'intéresser à la façon dont on parle, dont on analyse les passions politiques. Je l'ai dit, le politique est le lieu de confluence de trois grands courants qui alimentent toute activité sociale. Les idées, les intérêts et donc les passions. Qui étudie le politique doit évidemment ne négliger aucune de ces facettes. Il n'en demeure pas moins, nous savons que selon les approches, l'accent a été plutôt mis sur l'une ou l'autre de ces dimensions. S'il fallait sommairement brosser le tableau de l'historiographie politique, en tout cas des pratiques les plus courantes, on pourrait mettre en avant trois façons de faire de l'histoire politique, de l'étude politique. La première associe étroitement le politique au social. Le premier, le politique, est un écho fidèle du second. Vous voyez à quoi cela renvoie. La seconde façon de faire délivre le politique du social, en lui assurant une quasi-complète autonomie. Et puis il y en a une troisième, la dernière, qui considère le politique comme le cœur battant des activités symboliques propres aux sociétés contemporaines. En tout cas, ces sociétés contemporaines telles qu'elles se sont construites à partir du XVIIIe siècle. Cette dernière approche considère le politique, Sophia le disait tout à l'heure, comme le lieu d'une expérience. C'est évidemment à ce niveau qu'il convient de situer l'étude des passions politiques. La politique est une activité éminemment symbolique qui active des registres où se chevauchent le cognitif et le symbolique, ou, pour le formuler le plus simplement et de façon plus imagée, le politique est une part lumineuse de l'homme où s'entremêlent le cœur et la raison. Démêler l'une et l'autre de ces dimensions n'aurait d'ailleurs aucun sens et aboutirait à une impasse tant les affects, les sentiments, les émotions ou les passions ne sont saisissables pour celui qui les observe à distance, c'est notre position d'historien, d'anthropologue, de sociologue, à distance. Tout cela n'est saisissable que par le truchement, le biais d'une production discursive plus ou moins élaborée qui va, comme nous le savons, de la langue articulée du texte et codifiée à l'expression symbolique la moins immédiatement transparente. C'est d'ailleurs l'un des grands apports de l'œuvre de Birnelli que d'avoir attiré l'attention sur ce point et d'avoir refusé d'opposer l'expression du sentiment
au sentiment lui-même. Il nous évite ainsi les errements qu'entraînent toujours les essais interprétatifs psychologisants visant à restituer d'hypothétiques forts intérieurs. Intériorité. Pour étudier les passions sociales, desquelles relèvent donc les passions politiques, il convient d'assumer cette extériorité. Ces passions n'ont d'importance que parce qu'elles se déploient dans l'espace public. On a désormais bien compris qu'il n'est plus possible de séparer le citoyen rationnel, abrité derrière la mécanique implacable de sa raison, aux foules, sans raison, abandonnés à leur passion. La politique a toujours mêlé les deux. Les passions s'expriment dans différents langages auxquels ne se réduit pas toujours la seule langue des sentiments. Il faut savoir associer, non seulement aux sentiments, mais aux idées, ce que j'appellerais des significations chaudes, bien éloignées des entités désincarnées sous le jour desquelles on les présente bien souvent. Par exemple, les affects de classe ou de caste, je pense à ce que dit par exemple François Furet lorsqu'il décrit cette espèce de haine de soi que constitue la haine du bourgeois qu'il établit comme l'un des principaux ressorts de toute doctrine révolutionnaire au XXe siècle, je pense à cela, mais on pourrait penser à d'autres choses pour cette histoire chaude, comme l'appât du gain, ou le désintéressement, l'envie ou la crainte, et plus généralement les sentiments moraux, dont, vous le savez, un des fondateurs de l'économie classique comme Adam Smith a été l'un des plus aigus analystes. Tout cela relève aussi du répertoire des grandes passions à l'œuvre dans l'action politique. On pourrait en dire tout autant, d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du caractère affectif des idées, de ces idées qui charrient avec elles, qui drainent avec elles les plus vives émotions, le communisme ou le nationalisme. Les passions, vous l'avez saisi, sont donc sur scène. Elles sont toujours sur scène. Elles sont visibles, ou elles se cachent. Mais c'est elles qui doivent occuper le centre de cette recherche. Et du coup, le gouvernement et les moyens qu'appelle le gouvernement des émotions, plus ou moins maîtrisés, est ainsi, à mes yeux, le cœur de l'enquête politique. Et c'est d'ailleurs souvent sur ce terrain que se sont placés les auteurs anciens et modernes. Nous savons tous qu'en reconstituer l'histoire serait une tâche insurmontable. Mais citons les plus anciens, Hérodote ou Polybe, pour ne retenir que ceux que l'on retient souvent comme les pères d'une histoire contemporaine. Une histoire, en tout cas, familière aux historiens du contemporain. Hérodote et Polybe, nous le savons, attribuent aux passions une grande efficace dans l'action politique des peuples comme celle de leurs dirigeants. Mais je m'en tiendrai ici à un seul exemple, presque évident, qui concerne l'histoire post-révolutionnaire qui a marqué, cette césure qui a marqué une nouvelle façon de faire de la politique, et plus encore de concevoir la politique. La césure de la Révolution, aussi discutable puisse-t-elle paraître sur certains points, peut néanmoins servir de point de départ pour entamer une réflexion sur la question des passions politiques. Les hommes de 89, en effet, n'ont-ils pas été emportés, et je dirais presque passionnés, par la raison? Leur action combinant à la fois l'appel aux lumières et la manipulation des sentiments. Nous le savons, les idées révolutionnaires sont toutes remplies d'une fièvre entretenue par une geste qui sollicite les sens, dont le rayonnement dépasse non seulement les frontières, mais traverse aussi le temps comme un langage universel perpétuellement réactivé. Même si les 2 siècles qui ont suivi la Révolution
n'ont pas toujours bénéficié de la même densité émotionnelle en politique, ils n'en furent pas moins marqués par ce baptême de la Révolution française. Notion que j'emprunterai évidemment à Bedreddin, des régimes émotionnels ont réanimé de temps à autre des passions révolutionnaires, au moins dans certains secteurs de la société ou chez certains acteurs révolutionnaires, de la politique révolutionnaire, qui se sont d'ailleurs souvent taillés la réputation de femmes ou d'hommes passionnés. Notons d'ailleurs que ces passions sont souvent louées comme marque d'authenticité des engagements. Il faut être passionné pour être crédible. Et ces moments de passion sont aussi des moments idéologiquement marqués quand les idées structurent les identités politiques et assignent aux uns et aux autres des places fixes dans l'arène politique. Être passionné, c'est être passionné par des idées. Ces observations générales n'ont pas échappé à tous ceux qui sont employés à analyser la politique sous ces espèces contemporaines. Je voudrais prendre un exemple, sans doute celui qui est le plus averti en la matière. Je veux parler de Tocqueville. Tocqueville, nous le savons, accorde aux passions une très grande importance. Aux passions politiques, une très grande importance. Il les conçoit comme des forces auxquelles il est très difficile de résister et qui viennent perturber la lucidité des acteurs et le cours normal de la raison. Les passions, chez Tocqueville, sont mauvaises. Chez lui, elles sont tout à la fois des idées portées à incandescence, des idées brûlantes en quelque sorte, et elles désignent à peu près ce que Marx, d'ailleurs, reconnaît comme idéologie ou illusion. Mais elles sont aussi, les passions, chez Tocqueville, des affects portés par des personnes immergées dans des situations particulières. Des idées et des affects. Lorsqu'on lit de façon minutieuse la démocratie en Amérique, on s'aperçoit que Tocqueville attribue au mécanisme psychologique une grande importance dans l'explication des phénomènes politiques et sociaux. Ces mécanismes constituent, comme l'écrit John Elster, des blocs élémentaires de l'explication. Il y a tout à la fois chez Tocqueville, je dirais, du moraliste du grand siècle, du La Rochefoucauld, si vous voulez, et de l'observateur politique tel que l'esprit positif du XIXe siècle allait le définir. Il y a les deux. Si bien que l'analyse des passions se présente comme l'analyse de la première source d'énergie de la vie sociale. Et il l'illustre par un certain nombre d'aphorismes dans son texte. La tentative de comprendre en termes généraux chez Tocqueville et donc de forger des universaux psychologiques capables à même d'outiller celui qui veut comprendre la politique. Tout cela l'enracine dans le XIXe siècle. Pour autant, Tocqueville n'est pas monocausaliste. Il n'est pas simpliste dans ses explications qu'il apporte. La démocratie en Amérique fait agir trois instances gouvernant l'ordre social, celles que j'ai déjà évoquées. Les passions, les intérêts et les normes sociales. Reste que Tocqueville, le plus souvent, paraît souvent délaisser les conflits d'intérêts pour s'arrêter d'abord et surtout sur la passion qui possède les hommes dans l'action politique. Il ne croit guère à la délibération, telle que la rêvent les libéraux de son temps. Impatients, eux, ces libéraux, de voir naître une politique réduite à la gestion rationnelle des intérêts de tous
et confier cette politique, donc, à des hommes de raison, qui seraient indifférents ou presque aux émotions politiques. Tocqueville n'y croit guère. Sa psychologie sociale, il faut bien le dire, est d'abord nourrie de son expérience de l'histoire, de son expérience personnelle de l'histoire. Vous savez que c'est un intellectuel qui est aussi un aventurier. Et ses livres sont peuplés de souvenirs et d'émotions personnelles. Toutes ces analyses reposent sur ces développements-là. Il est à la recherche d'un système politique apaisé, c'est vrai, à l'instar d'ailleurs de tous ceux qui veulent finir la Révolution au XIXe siècle. Et en conséquence, comme je le disais, il manifeste la plus grande inquiétude face aux émotions. Les émotions et les passions pour lui sont toujours aveugles, les passions sont toujours sourdes, les passions sont toujours irréfléchies. Elles trahissent la démission de la volonté, elles trahissent la défaite de la raison politique. Les deux significations qu'il assigne au mot de passion témoignent tout à fait de cette conception. Première signification, la passion recouvre chez lui d'abord un désir très puissant pour obtenir un bien matériel. Mais elle peut être aussi, deuxième signification, un désir non orienté vers l'avantage personnel, mais au contraire qui détourne la personne de la poursuite de ses intérêts personnels. Donc elle peut être une chose et son contraire. Il écrit par exemple de la passion de l'égalité. La passion d'égalité, écrit Tocqueville, pénètre de toutes parts dans le cœur humain. Elle s'y étend, elle le remplit tout entier. Ne dites point aux hommes qu'en se livrant aussi aveuglément, la passion est aveugle, aussi aveuglément, à une passion exclusive, celle de l'égalité, ils compromettent leurs intérêts les plus chers. Ils sont sourds. Ne leur montrez pas la liberté qui s'échappe de leurs mains, tandis qu'ils regardent ailleurs, vers la passion de l'égalité. Ils sont aveugles. Ou plutôt, ils n'aperçoivent dans tout l'univers qu'un seul bien digne d'envie, l'égalité versus donc la liberté. L'une des hypothèses les plus importantes de Tocqueville est la corrélation qu'il suppose entre un régime politique, en l'occurrence la démocratie, et une gestion particulière des émotions, peut-être, cher dire, un régime émotionnel. En effet, chez Tocqueville, des sentiments sont associés à des formes politiques. La politique, donc, aurait, c'est moi qui utilise cette notion, aurait ces régimes émotionnels, ou à l'inverse, si l'on préfère, les passions auraient le régime politique. La démocratie dispose ainsi d'un répertoire et d'un régime émotionnel propre qui la distingue de toute autre configuration politique. Et ce point de vue est très bien affiché dans l'analyse que fait Tocqueville de ce qu'il appelle le sentiment démocratique de l'envie. Le sentiment démocratique de l'envie. Où se mêlent dans ce sentiment des préjugés de classe et la recherche savante de l'architecture culturelle d'une société politique. Nous connaissons les propos très durs de Tocqueville contre ce qu'il appelait le goût dépravé de l'égalité. Ce goût dépravé de l'égalité qui mine la démocratie et la mène inéluctablement vers la faillite. L'envie, autre passion qui mine la démocratie, l'envie donc est un facteur d'accélération de la vie économique et sociale, mais aussi impose la dictature
du présent. Voici donc un exemple d'analyse des passions politiques qui, vous l'avez compris, associe la passion aux idées. Mais j'en viens à mon second point, qui s'adossera, cette fois-ci, à des terrains d'enquête plus précis qui me sont personnels. Il n'a pas fallu attendre, il faut le rappeler, l'avènement de la politique post-révolutionnaire pour que des dispositifs sensibles jouent un rôle dans la vie politique. Les monarchies d'Ancien Régime n'ont pas été avares, nous le savons, de rituels qui visaient à conforter leur autorité et appelaient d'ailleurs ces rituels politiques à l'adhésion de ceux qu'ils impliquent. Des images, des sons, des positions des corps, la sollicitation de certains gestes ou des postures particulières sont là pour solliciter les sens aux fins de créer des émotions visant à soutenir des passions qui, elles, sont inscrites dans la durée. Et toujours, ces passions, parce qu'elles sont inscrites dans la durée, toujours possible de s'abîmer, de s'épuiser avec le passage du temps. Voilà pourquoi il faut les réanimer régulièrement. Autrement dit, la production émotionnelle est nécessaire afin d'entretenir le feu des passions idéologiques. Des dispositifs particuliers ont surgi avec la démocratie de masse et se sont progressivement installés dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je relève d'ailleurs le fait, mais je n'y attarderai pas, comme je vous l'ai dit, que les régimes autoritaires, les dictatures, les totalitarismes n'ont pas fait l'économie de cette dimension de l'action politique qui vise à obtenir pourtant le consentement des populations, même dans des régimes autoritaires qui pourtant soumettent des populations. Ils tentent pourtant d'en obtenir le consentement. Mais c'est un autre cas que je voudrais utiliser, qui relève donc de la démocratisation progressive d'une société, qui est la société française du XIXe siècle. En une étude très précise et très élégante, un jeune historien français, en France on est jeune historien très tard d'ailleurs, s'est engagé dans l'analyse de ce qu'il appelle une politique des émotions que mettent en œuvre les hommes de la Restauration à l'occasion de la commémoration du régicide chaque 21 janvier. Les hommes de la Restauration tentaient de répudier, de rejeter les passions et l'ordre des passions même qui avaient animé la Révolution et durant laquelle la raison avait, selon cette nouvelle génération politique, avait reculé. Les théoriciens de cette monarchie recouvrée, Chateaubriand, Maine de Biran, en appellent, eux, à un sentiment vertical et spiritualisé, un sentiment politique vertical et spiritualisé. Ce nouveau sentiment doit se distinguer de ce qu'ils considèrent comme un dérèglement des sens politiques, auquel, selon eux, la Révolution a correspondu. Et pour eux, le seul nouveau sentiment politique qui doit fonder le nouveau régime, c'est le deuil. Le deuil, l'expérience du deuil, d'un deuil douloureux. Comme l'écrit Furex, il s'agit de féconder la tristesse née de la Révolution en force collective, d'en faire le principe sublime de la monarchie restaurée. C'est une séquence historique, celle de la Restauration, sous ce type de passion politique, c'est une séquence historique
durant lequel, si j'ose dire, l'écoulement des larmes a rencontré un succès foudroyant chez nombre d'écrivains et chez nombre d'intellectuels, chez nombre d'hommes politiques. À chaque cérémonie du 21 janvier, les mêmes attitudes sont attendues. Le recueillement, les larmes, la tristesse. Et dans ces sentiments politiques-là, évidemment, chacun investit ses propres sentiments. Ses sentiments personnels, privés, notamment le sentiment du deuil, particulièrement aigu, dans une période troublée, où la mort du roi que l'on célèbre, rappelle celle de parents, de familles disparus dans des situations analogues, quelques années avant. Bref, ce deuil expiatoire est la passion politique de la Restauration. Alors, bien d'autres exemples pourraient être pris dans des périodes plus contemporaines, visant à faire des sentiments politiques, un sentiment politique unique, la base d'une reconstruction d'un régime. Mais je voudrais me tourner très rapidement vers ceux qui me sont le plus familiers et qui présentent, du point de vue qui nous occupe maintenant, un cas très intéressant. Je veux parler des républicains, de la Troisième République, de ce que Claude Nicollet appelle la période athénienne de la République française. Les républicains français de cette période, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, sont pris dans une contradiction fondamentale. La contradiction la plus frappante est qu'ils se présentent tout à la fois comme les héritiers d'un idéal scientifique, positiviste, où la politique est confiée à la raison et à la seule raison, et en même temps, ils savent que la politique, l'action politique, doit recourir aux sentiments, aux affects, aux émotions. Ils ont rêvé une politique gouvernée par la seule raison scientifique. Et ceci se manifeste notamment par un cas que je voudrais prendre, qui est le déni du rôle des personnes dans la vie politique. Les républicains ont été, par exemple, très nombreux, et longtemps, jusqu'à la guerre de 14, à réclamer de leurs auditoires, lorsqu'ils faisaient des conférences, des meetings politiques, ils réclamaient à leurs auditoires la réserve, voire exigeaient l'interdiction de toutes les acclamations, les vivats, les applaudissements des auditoires auxquels ils s'adressaient. Même au début de la République, au tout début des années 1870, au moment où la République est encore combattante, où elle doit s'inscrire dans la raison, certes, mais surtout dans les cœurs, on voit, par exemple, un Gambetta qui rappelle que sa personne ne doit absolument susciter aucun enthousiasme particulier, que seul le régime peut être acclamé. Mais le problème était le suivant: comment la politique peut-elle vivre sans passion? Comment une entité abstraite, la République, même réputée bonne, parfaite, peut-elle entraîner par la seule raison des adhésions? Comment peut-elle faire l'économie de la passion politique? Et c'est contre cette difficulté que n'ont cessé de se heurter les républicains, qui en plus avaient le désir de terminer la Révolution. Les ressorts émotionnels des républicains ont donc toujours été à minima. Et on peut même s'interroger sur le fait de savoir si les dispositifs émotionnels des républicains ont été efficaces.
je crois qu'il est en tout cas difficile de mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler une passion républicaine. Les rituels républicains sont de faible intensité. En tout cas, au regard de ceux que produisent, je vous dirai un mot dans un instant, l'extrême gauche et dans une certaine mesure l'extrême droite, encore que celle-ci n'a pas connu une ampleur symbolique et politique très importante en France au regard d'autres pays européens. Prenons par exemple le bilan de la diffusion des Mariannes, étudié par le regretté Maurice Agulon. La diffusion des Mariannes est certes contrastée dans le temps et dans l'espace, mais il faut se souvenir qu'aucune loi républicaine ne faisait l'obligation aux municipalités de se procurer des Mariannes. Tout dépendait du zèle républicain, de l'attachement républicain, j'allais dire de la ferveur républicaine des communes radicales, voire socialistes, qui étaient plus enclines à demander des Mariannes que chez les modérés, plus confiants, républicains modérés, plus confiants dans l'évolution naturelle des choses et défendant une républicanisation du territoire apaisée, tranquille, raisonnée. Et on peut dire qu'une fois même installées, ces Mariannes se sont en quelque sorte fondues dans le paysage, ont presque disparu et ont perdu assez rapidement toute espèce de puissance d'évocation. La figure de Marianne s'est finalement dépolitisée et a perdu une part de son efficacité symbolique. Je pourrais même dire d'ailleurs que la Marianne est devenue presque folklorique, pour ne pas dire vintage. La républicanisation de l'espace, par l'étalage de tout un ensemble de signes susceptibles de rallier au régime les plus hésitants, ou d'entretenir par la voix sensible, la vue, en l'occurrence, la flamme des plus convaincus, ne se limite pas à la diffusion des Mariannes. Il y a bien eu d'autres opérations. On pourrait prendre l'exemple de la statuomanie, mais aussi des portraits présidentiels, la photographie des présidents, le nom des rues, l'odonymie, les panthéonisations. Tous ces procédés supposent un appel au sens et visent à l'incorporation, au sens le plus fort, à l'incorporation dans le corps des valeurs républicaines. Et c'est le succès de cette incorporation que je mets en doute, bien sûr. Mais parmi les dispositifs mis en œuvre par les républicains, ce sera mon second exemple, il y en est un particulièrement intéressant, parce que son origine n'est pas républicaine, et que les républicains s'y sont ralliés par obligation. Je veux parler des voyages des présidents de la République sur le territoire français. L'idée en est venue à une famille politique qui n'était pas républicaine, mais plutôt nationaliste, donc plutôt située à l'extrême droite, critique de la République, qu'on appelle donc le boulangisme. Le général Boulanger, qui était allé célébrer avec les Américains le centenaire de la bataille de Yorktown en 1881, était revenu fasciné par cette vie politique américaine faite de dispositifs sensibles. Et il a importé en France, au moment de la fin des années 80, ce type de pratique qui a révulsé les républicains orthodoxes. Prenons le cas de Jules Ferry. On ne peut pas trouver plus républicain que Jules Ferry. Voilà ce qu'il écrit à son frère en voyant le général Boulanger faire sa campagne électorale. Les républicains, donc le général Boulanger parcourait l'ensemble du territoire. Les républicains, écrit Jules Ferry, doués de quelque bon sens, assistent avec stupeur aux cabrioles de ce général à la bolivienne, démagogue
audacieux, orateur séduisant, politicien infatué, comédien dangereux, qui parcourt la France en triomphateur, en haranguant les évêques, les gymnastes et les maires, compromettant ses épaulettes dans tous les ruisseaux d'intransigeance, se faisant appeler citoyen ministre par les pires communards. Donc, un contre-exemple. Et pourtant, un contre-exemple qu'il a fallu tout de même suivre. Et c'est le président Carnot, pourtant successeur d'une grande dynastie républicaine, d'ailleurs successeur d'une dynastie républicaine, c'est déjà une formule malheureuse, qui a mis en place un nouveau régime émotionnel propre aux républicains, désireux de se faire entendre et de s'incarner. Il s'agit bien d'incarnation et d'incarnation sensible. Il y a donc eu à ce moment un renversement de la culture sensible des républicains qui ont pris acte, en quelque sorte, de l'existence de ces passions pour les jouer, pour les instrumenter, en faire un instrument politique. Au point que les journaux en font le constat à propos du président Carnot. Nous avons un président, c'est un journal qui rend compte d'un voyage dans le sud-ouest du président Carnot. Nous avons un président qui voyage pour la première fois depuis que la République est aux mains des républicains. Le chef de l'État ne se contente pas d'exercer du fond du palais de l'Élysée son droit d'arbitrage envers les partis politiques du Parlement. Il y a un pays dont les représentants viennent, à la vérité, siéger dans la capitale, mais qui ne voyait plus jamais l'exécutif se déranger pour lui faire honneur. Ça, c'était les républicains du passé. Maintenant, la situation est nouvelle. M. Carnot a pensé, d'accord avec ses ministres, qu'une telle pratique était mauvaise et qu'on ne pouvait demander au peuple sollicité par des intrigants à panache, ce sont les boulangistes, des intrigants à panache, de s'attacher étroitement à un régime qu'il continuerait à ne connaître que par les papiers officiels. Il y a un autre appel au peuple, qui consiste à mettre les populations en rapport plus direct et plus intime, le mot intime est important, avec la haute personne que la confiance de leurs élus a portée au pouvoir suprême. M. Carnot fera bien de multiplier ses excursions en terre française. Il le fera si bien d'ailleurs qu'il en sera assassiné, le pauvre, au cours d'un de ses voyages. J'en viens pour finir à un cas particulier dans ce dispositif républicain des passions politiques, qui, vous voyez, compliqué chez les républicains, qui s'est évolué, qui s'est mis en place, qui a changé en fonction de la situation politique. Mais le dernier cas que je voudrais étudier pour finir, c'est celui de ce qu'on appelait à l'époque l'extrême gauche, c'est-à-dire les socialistes. Cette extrême gauche qui, elle aussi, notez-le bien, est prise dans la même contradiction que les républicains. Puisque, qu'est-ce qu'être socialiste à la fin du 19e et au début du 20e, et même au-delà? C'est d'abord appuyer son analyse politique et son engagement politique sur l'observation scientifique du monde social. C'est être un sociologue. Au fond, être socialiste ou être sociologue, c'est un peu la même chose, au point d'ailleurs que Durkheim lui-même a été les deux. Et pourtant, ces socialistes sont des modernes en politique. Ils sont d'abord, rappelons-le rapidement, les créateurs du parti politique moderne en France. Mais au-delà, ils comprennent qu'il convient d'instituer ce qu'on pourrait appeler des sociabilités partisanes chaudes. Des sociabilités partisanes chaudes qui s'expriment dans certains moments très ritualisés. Les banquets, les funérailles, les défilés de rue,
les meetings, mais aussi dans des repères identitaires, notez-le bien, qui font beaucoup plus que chez les républicains appel au sens. Je veux parler des hymnes, des chants, mais des sons, mais aussi évidemment des images. L'extrême gauche consomme beaucoup de drapeaux et d'insignes. Et plus encore, notez-le bien, cette extrême gauche-là, troisième élément des dispositifs passionnels, cultive des affections pour des figures, des hommes. Gambetta disait « Criez vive la République, mais ne criez jamais vive un homme ». Les socialistes n'ont pas ces scrupules. Ils crient vive Jaurès, ils crient vive Blum, ou les communistes vive Thorez. Et les épisodes révolutionnaires sont des moments particuliers où tout ce matériau symbolique entre en fusion pour ouvrir une brèche sur l'avenir. Et je voudrais finir sur un autre ordre d'observation qui me semble intéressant lorsqu'on essaye de comprendre cette culture particulière, du point de vue qui nous occupe, de l'extrême gauche révolutionnaire. Il s'agit d'un trait de culture politique important, le maniement de l'indignation. L'indignation est une passion politique première dans l'extrême gauche socialiste. Elle est d'abord un moteur de la mobilisation militante. Reste que, évidemment, c'est une notion, l'indignation, qui ne fonctionne pas partout, tout le temps, au même moment, dans cette longue histoire de l'extrême gauche. Elle dépend de ce que Patrice Bourdelais et Didier Fassin appellent une construction de l'intolérable. Pour être indigné, ensemble, il faut être d'accord sur ce que l'on considère ou non comme acceptable, tolérable ou intolérable. Or, le monde politique définit, nous le savons, un espace moral qui n'est pas toujours, d'ailleurs, équivalent à d'autres espaces sociaux. Pour travailler donc, pour comprendre l'indignation, historiquement, il faut, vous l'aurez compris, analyser d'abord cet espace moral et comprendre ce qui relève de la définition du tolérable et de l'intolérable. Mais la définition de l'intolérable et du tolérable dépend donc de ce que j'appellerais un travail politique. Alors voyons ça empiriquement. Le fonctionnement de l'indignation est très repérable, d'abord comme l'un des ressorts tactiques les plus efficaces, particulièrement dans les congrès socialistes. Le recours à l'indignation est fréquent. Le courant marxiste, en France représenté par les guédistes, se référant pourtant le plus à la science du capital, est néanmoins celui qui a le plus souvent recours à l'indignation. Par exemple, à un congrès en 1906, deux leaders guédistes parlent en ces termes-là à leurs camarades. C'est une odieuse calomnie et un infect mensonge. Ou encore, ce sont des infamies auxquelles je n'ai pas à répondre et qu'il me suffit de repousser du pied après une longue vie mise au service du parti. Ou encore, on a mené contre nous une campagne ignoble parce que nous sommes des guédistes, on nous en veut. Donc nous sommes là vraiment dans un argumentaire très pauvre qui ne repose que sur le registre de l'indignation. Mais il y a une autre façon d'étudier l'indignation, non pas seulement comme un ressort tactique dans des débats, mais au fond une autre approche qui nous permet de considérer l'indignation à la manière d'une doctrine politique. Cette deuxième approche est évidemment plus difficile, plus délicate.
mais elle me permet de tenter de saisir le ressort émotionnel du socialisme pour rendre à la fois compte de son contenu et de son efficacité. Le socialisme, nous savons, est une doctrine politique qui, à la fin du XIXe, doit s'étendre, elle doit emporter les suffrages, elle doit convaincre. Et de ce point de vue-là, l'indignation est importante. Elle n'est pas entièrement suffisante, car je trouve, par exemple, dans les écrits de Jaurès, qu'il convient de citer devant Julian Wright, bien sûr, mais aussi parce que c'est le centenaire de son assassinat, dire que Jaurès a bien conscience que l'indignation ne suffit pas, il le dit, un cri contre le capitalisme ne suffit pas à l'abattre. Il y a un double régime, en effet, dans cette indignation. Il y a celle qu'on mobilise contre le scandale moral que constitue l'injustice produite par le capitalisme, et il y a une indignation, si j'ose dire, intellectuelle, qui tient au caractère absurde d'un système qui va s'effondrer naturellement, je prends ce mot au sens fort, selon les lois de l'histoire. Comme le résume avec raison Marc Angenot, pour les collectivistes dans leur ensemble de la Deuxième Internationale, selon lesquels le capitalisme est un tissu, ce sont les termes que Angenot relève, le capitalisme est un tissu de crimes, de turpitude, de bassesse, de vice, de cynisme, et sombrera dans la déchéance morale. Et pourtant, il n'est pas faux de constater, très bizarrement, que ceux, comme je le disais, qui mobilisent le plus la science sont ceux qui feront le plus référence à l'indignation morale, alors même que ceux qui seront le plus critiques du marxisme à l'intérieur du socialisme seront peut-être ceux qui auront le moins recours aux passions morales. J'ai décrit ailleurs un socialisme qui irait de Saint-Simon à Michel Rocard et qui, tout en souhaitant se tenir le plus près du réel, a tout fait pour se tenir à distance de ce que Georges Sorel appelait la nuit émotionnelle que véhiculaient un certain nombre de socialistes. J'en viens à ma conclusion, peut-être, je crois que j'ai épuisé mon temps. Il reste, pour finir, et je conclurai là-dessus, une question de méthode à poser. Nous sommes historiens. Les émotions prescrites, telles que je les ai décrites, soit par les intellectuels et les théoriciens qui fabriquent des doctrines, soit par les hommes politiques qui fabriquent des dispositifs politiques, les uns et les autres, chacun à leur manière, vous l'aurez compris, jouant sur les sens, est-ce que ces émotions prescrites trouvent vraiment à s'incorporer dans les individus? Je vous ai dit mon scepticisme pour les républicains. C'est un problème classique et délicat de l'historiographie que soulève, vous le savez, toute histoire des réceptions, qu'elle concerne l'histoire politique ou de façon plus englobante, l'histoire socioculturelle de laquelle cette histoire politique relève. J'ai cité tout à l'heure l'étude d'Emmanuel Furex qui affronte dans son livre avec courage cette question. Il note d'abord que le respect du deuil, le socle donc de ce nouveau régime émotionnel, est contrasté selon les quartiers de Paris, c'est-à-dire selon une stratigraphie sociale, dont il est nécessaire de tenir compte pour évaluer les effets de la politique. Mais on pourrait prendre d'autres exemples, bien sûr. D'autres questions, évidemment, mériteraient d'être posées à qui s'interroge sur le rôle
des affects en politique. L'une des plus redoutables autres questions concerne, évidemment, je l'ai soulevé avec Tocqueville, les relations entre les idéologies et les pratiques politiques, les tempéraments et les psychologies, et évidemment le rapprochement entre tempérament et appartenance politique, entre appartenance, comportement politique et psychologie individuelle. Tout cela est bien délicat. On ne peut citer que, de façon un peu provocante, une provocation de Tocqueville, encore lui, qui associait avec beaucoup d'audace des profils psychologiques et des choix politiques. Il l'écrit dans son merveilleux livre, dans ses souvenirs, à propos de son concierge socialiste. Voilà ce qu'il dit. Nous avions alors, pour portier de la maison que nous habitions rue de la Madeleine, un homme fort mal famé dans le quartier, ancien soldat, un peu timbré, ivrogne et grand vaurien, qui passait au cabaret tout le temps qu'il n'employait point à battre sa femme. On peut dire que cet homme était socialiste de naissance, ou plutôt de tempérament. C'est sur cette question que je vous laisserai, sans avoir remarqué, pour tout à fait finir, qu'il est tout de même frappant qu'aujourd'hui, nous soyons si intéressés par les passions politiques au moment même où celles-ci nous paraissent s'éteindre. Adieu. Merci Christophe pour cet exposé. Mais je voudrais reprendre la dernière phrase. Je ne sais pas si les patients sont sur le point de s'éteindre. Mais est-ce que les patients se définissent, est-ce que les lieux où les patients s'expriment ne sont pas en train de changer entre le pays réel et le pays légal? Je donne l'exemple des bonnets rouges en Bretagne, où les indignés, j'ai oublié le nom de... Non, les indignés, enfin le monsieur qui s'est éteint à un âge très avancé. Oui, oui, l'oubli est contagieux. Oui. Stéphane Hessel. Oui, Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, merci. Oui, alors lui, je pense à lui. Évidemment, j'ai fini mon exposé par une pirouette à la française, un peu provocante pour réveiller l'auditoire après l'heure du déjeuner. Ça marchait. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit. Je crois tout de même que vous allez me trouver terriblement furétien, mais que la révolution est terminée. Et que ce dispositif passionnel qui a longtemps habité les Français, avec d'ailleurs des références directes à la Révolution française, ne fonctionne plus avec efficacité. Il fonctionne certes comme un bric-à-brac de souvenirs épars qui sont mobilisés par des minorités, mais il n'occupe plus le centre de la vie politique. Vous savez que c'est une banalité de le dire que la droite et la gauche se ressemblent, et là je rejoindrai peut-être les analyses de François Hartog et de ce nouveau dispositif du temps qui fait que, au fond, la société française, qui a longtemps attendu quelque chose, d'où a découlé toutes ces passions politiques, n'attend plus grand-chose, puisqu'elle est à son tour prise dans le régime absolu du présent. Et la capacité que la société française a eue de se projeter dans un avenir autre, dans une sortie de l'histoire, me semble en tout cas fortement atténuée, au regard de ce que je vous ai décrit, de ces passions politiques-là, qui sont d'abord des passions de l'histoire, qui, comme vous le savez, a été la grande religion du XIXe siècle.
Et le XXe siècle n'a été qu'une pâle réplique du siècle précédent. Merci beaucoup pour l'exposé, M. Prochasson. Lucien Pètre disait au fond de l'histoire, il y a des sentiments. Alors, si la politique est composée de sentiments, de manifestations de sentiments, peut-on dire alors que l'histoire, c'est la chronique des déceptions? Il y a une phrase de Marx que j'aime beaucoup qui dit « Les Français, et particulièrement les ouvriers, sont encombrés de grands souvenirs, ils ont un culte réactionnaire du passé. » Et je ne sais pas répondre de façon générale à votre question. Je constate que, en tout cas, oui, l'histoire des passions révolutionnaires, puisqu'il s'agit beaucoup d'elles, ont été régulièrement des histoires de déception qui s'accumulent les unes sur les autres et dont on ne tire jamais véritablement de leçons. Mais peut-on tirer des leçons de l'histoire? Je ne crois pas. Je pense que c'est une formule absurde de l'observation. Donc, voilà, d'une certaine façon, oui, si l'histoire, vous l'entendez comme ça, on pourrait le dire. Je me permets de... Merci beaucoup pour votre conférence, Christian. Vous disiez tout à l'heure, on entre dans le régime du présent maintenant. Et je pensais tout à l'heure aussi aux socialistes genre Aristide Briand qui essayent de lancer un mouvement d'apaisement. Alors, ma question c'est, quelles sont les passions d'un régime du présent dans la politique? Quelles sont les passions d'un régime qui essaye de s'apaiser? Quelles seront les passions? Peut-être que passe-t-on des passions collectives aux passions individuelles? Ce régime du présent, s'il s'institue bien, son problème est précisément de ne plus arriver à fédérer des rapports collectifs au temps, des rapports communs collectifs au temps. Je pense que c'est ça la grande difficulté qui se dessine dans nos temps post-révolutionnaires. Et du coup, les politiques peinent à redonner, au fond, des passions communes. On voit bien, par exemple, on le voit bien aujourd'hui, me semble-t-il, avec ce qui est convenu d'appeler, à tort d'ailleurs, la gauche de la gauche, comment cette partie de l'opinion politique de gauche tente de réveiller des vieilles passions avec des références historiques, puisées dans un temps de passion politique. Regardez l'usage que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, fait de la Révolution française. C'est un des derniers encore à penser qu'elle est encore d'actualité politique. En revanche, je pourrais prendre comme contre-exemple ce qui se passe en ce moment en France avec Jaurès, avec le centenaire de Jaurès. Il y a beaucoup de cérémonies, mais qui n'ont aucune signification politique, qui n'embrayent sur rien. C'est un passé mort, c'est un passé sans passion, c'est un passé, c'est du patrimonial. On regarde ça parce qu'il faut bien le regarder, qu'il faut vendre des livres et passer à la télévision, de préférence sur Arte, pour avoir 5 minutes de gloire. Et pour le reste, ça n'a plus véritable. C'est un passé qui est dévitalisé. Et donc qui a perdu ce que j'appelais tout à l'heure son caractère chaud. Donc reconstruire quelque chose dans cette nouvelle configuration, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas faire, moi. Mais peut-être que c'est fini. Nous sommes historiens, nous ne savons plus jamais les choses ne sont finies. Moi, j'aurais une question à relier. Pourquoi est-ce que la fin de la Révolution, ou bien la fin de l'histoire, ne serait pas en elle-même une sorte de passion politique? Je ne pense pas qu'il y ait de fin de l'histoire, entendez bien moi, je n'ai surtout pas imprudemment utilisé ce terme qui me semble insensé. Donc
la fin de la Révolution comme passion politique. Pourquoi ce ne serait pas elle-même une sorte de passion politique? C'est-à-dire, pourquoi le monopole dans votre version de passion politique appartient À la Révolution. une sorte de vision du monde social et politique? Je pense que... Pardon? C'est une question méthodologique. C'est une question méthodologique. Moi, je la prenais plutôt comme une question d'histoire. C'est-à-dire que ce que je veux dire, pour être précis, c'est que il me semble que dans ce que j'ai décrit, la Révolution est le carburant premier des passions politiques. Pour ou contre, peu importe. Mais c'est elle qui alimente les passions politiques. Et de même que le clivage qui a pris la suite, c'est-à-dire la nouvelle révolution qui s'annonçait, en gros, entre le communisme et les anticommunistes, le communisme a été un carburant aussi de passion politique qui alimentait la droite elle-même, qui était d'abord anticommuniste. Et elle s'est trouvée d'ailleurs très démunie, cette pauvre droite. C'est aujourd'hui assez pathétique de la voir. Elle n'a plus de langage propre. Quand il n'y a plus de communisme, d'accord, il y a encore des hommes politiques de droite qui parlent toujours des socialo-communistes ou des partis marxistes qui ont évidemment totalement disparu. Presque, il n'y en a pas qui parlent encore de l'Union soviétique, si vous voulez. Donc ce dispositif-là a alimenté le régime passionnel, politique, propre à cet espace français. Alors après, voilà, mon problème c'est que c'est vrai que je ne vois pas pour l'instant ce qui se dessine. Il y a d'autres réponses politiques qui me semblent moins adossées à des passions. Il y a des engouements, il y a des émotions peut-être. Mais des passions au sens où je les définis moi-même, c'est-à-dire des structures stables qui peuvent évoluer, mais relativement stables, qui définissent des régimes d'émotions, ça, je ne vois pas de fonctionnement là. Peut-être parce qu'on est dans... Il y a d'ailleurs des gens qui parlent du post-politique maintenant, beaucoup de choses, du post-politique en ce sens-là. Si tant est que la politique se définirait comme elle a commencé à se définir autour de la Révolution. Just one more question, Julien. C'est très intéressant ce que vous dites, et c'est en tant que sociologue, en tant que sociologue, ça nous est très parlant, puisque ce que vous décrivez, c'est exactement ce que décrit Michel Montezoli dans Le Temps des tribus. Je sais que c'est un sujet miné, je mets les pieds dans le plat, mais c'est exactement le passage de la modernité au post-modernisme, à post-modernité, où on est effectivement, en France en tout cas, sur un régime qui fonctionne entièrement sur l'héritage. Alors, certains disent des lumières de la Révolution française. On est en train de passer à une société où toutes ces références-là sont devenues complètement inactives et on a un basculement de l'imaginaire qui fonctionne maintenant. En France, l'imaginaire fonctionne à partir du quotidien, c'est-à-dire du temps présent, et le rapport à l'histoire s'effrite, et ça se voit particulièrement au niveau de l'enseignement en France de l'histoire, qui devient de plus en plus caricatural. Je partage votre sentiment, peut-être que j'aurai plus de réserve sur la dernière partie de votre... vous me permettrez. Mais je partage l'ensemble de votre analyse. Hein. C'est certain. Moi, j'aurais plutôt pris l'exemple des hommes politiques, des gens qui font de la politique et qui ne font plus beaucoup de politique avec de l'histoire, ça c'est sûr. Vous savez, il y a cette fameuse formule de Clémenceau à propos de Jaurès. Tu dois connaître ça. C'est on reconnaît un discours de Jaurès à ce que tous les verbes sont au futur. C'est une formule, évidemment, qui aujourd'hui personne ne parle ni plus au futur, ni plus au passé, sauf des toutes petites minorités. Ce serait d'ailleurs assez intéressant d'observer systématiquement les temps utilisés par les hommes politiques. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les références historiques
sont tellement devenues évanescentes qu'on a vu, il y a quelques années encore, un ministre de la Défense en France, né en 1959, prétendre qu'il avait des souvenirs du débarquement du 6 juin 1944. Bon, alors, le débat s'engage, mais malheureusement, parce que nous avons encore du travail à faire dans nos séances, donc nous devons se séparer. Mais avant de se séparer, nous remercions encore une fois très sincèrement notre conférencier Christophe. Merci beaucoup.